Bienvenue dans Xenius. Gunnar et moi sommes aujourd'hui en Autriche, dans le Tyrol, à Sölden. Voici l'Autriche, voici le soleil et voici la neige particulièrement aveuglante, d'où ces lunettes de soleil. Je vous prie de m'en excuser. Le tourisme de masse, les voyages organisés, c'est dépassé. Aujourd'hui, il ne suffit plus de faire des pistes noires. Le vrai frimeur, lui, se vante de faire du hors-piste, ce qui n'est pas sans risque. Les vrais connaisseurs se démarquent en chaussant comme nous des raquettes à neige. Pour un numéro de ballet, Où ils font du freeride avec ski de rando et snowboard. si vous dites maintenant « Oui, mais c'est dangereux de skier en dehors des domaines sécurisés ». Oui, c'est dangereux, mais en montagne, le risque zéro n'existe pas. Les avalanches. Certaines dévalent jusque dans les vallées où elles peuvent détruire des villages entiers. Mais la mort guette même dans les coulées de neige plus modestes. Alerte à l'avalanche dans l'Ötztal en Autriche. Selon des témoins, un snowboarder au moins serait piégé sous la neige. Chaque seconde peut être vitale. Pour les victimes, le principal danger vient du poids de la neige et du risque d'asphyxie. Au-delà de 15 minutes sous la neige, les chances de survie s'amenuisent rapidement. Même avec des chiens, les secouristes mettent parfois des heures pour repérer les victimes. Les détecteurs électroniques permettent de gagner un temps précieux, mais là non plus, il n'y a pas de garantie. La victime est localisée. Les secouristes commencent immédiatement à fouiller le périmètre. Si la victime dispose d'une cavité suffisante pour respirer, elle a une chance de s'en sortir. Elle vit! Elle vit! Cette femme a survécu, mais une centaine de personnes sont tuées chaque année par des avalanches dans les Alpes. Je préfère 1000 fois ce fabuleux panorama de montagne aux nuages blancs qui vous fauchent sur les pistes. Je suis éblouie. Mais le risque de se retrouver piégé dans un tel nuage est réel et nous préférons prendre les devants en demandant conseil aux experts. Dietmar Pichler est pisteur secouriste. Pourquoi est-il aussi difficile de se dégager soi-même d'une avalanche ? Lors d'une avalanche, la coulée de neige provoque un effet de friction, c'est-à-dire une libération d'énergie. Avec ce tassement, l'air entre les cristaux de neige est chassé. On est pris dans un véritable étau de neige comprimé. Aucune chance de sortir tout seul de là. Au nom de la science, je vais me laisser enterrer sous la neige. Voilà. Je suis là. Je ne vais pas m'enfuir. Ça va? J'ai l'impression d'avoir un éléphant sur la poitrine. Tu arrives à bouger? Essaye. Là, ce sont mes genoux. Tu mets le paquet? Ouais. Je n'ai rien à Monsieur Muscle, d'accord, mais... Rien à faire. J'ai entendu dire que la neige isolait les victimes du froid, qu'elles ne gelaient pas. C'est vrai ou le froid est un problème? Je crois que c'est un problème. Oui, le froid pose certainement un problème. La neige est à -2 ou -3 degrés, voire -5. C'est beaucoup trop froid pour l'organisme. Je propose de sortir Gunnar de là avant qu'il ne souffre d'engelure. Alors, risque d'avalanche ou pas, pour être honnête, ce spectacle ne m'impressionne pas vraiment. Pour moi, la neige reste ce qu'il y a de plus beau en hiver. Mais il en existe différentes sortes et il faut bien en connaître les propriétés physiques pour évaluer le danger. Pour Georg Kronthaler du service d'alerte avalanche à Munich, la neige et ses dangers sont des compagnons quotidiens. Il sait que la météo et les conditions atmosphériques peuvent transformer une pente d'une blancheur immaculée en un véritable cauchemar. Les rayons du soleil, la température, l'humidité, tous ces facteurs agissent sur la couverture neigeuse. Grâce à 25 stations de mesure réparties dans les Alpes bavaroises, le service d'alerte avalanche collecte ces données 24 heures sur 24. L'ensemble de ces informations nous permet d'obtenir une estimation assez précise des risques d'avalanche, de localiser les pentes les plus exposées ou encore d'apprécier la résistance du manteau neigeux. Mais les stations de mesure ne fournissent qu'une image approximative. Le service d'alerte avalanche s'appuie aussi sur la présence d'observateurs sur le terrain.
Ils fournissent des informations précises sur la qualité du manteau neigeux. Car pour évaluer les risques d'avalanche, il faut étudier la neige en profondeur. Une coupe à travers la neige montre que cette dernière est formée d'un empilement de strates qui se distinguent par certaines propriétés mécaniques, comme la densité. Pour Georg Kronthaler, cela prouve que la neige est un milieu hétérogène. Elle subit des transformations sous l'effet de la température en particulier. Ce massif est très exposé au vent d'ouest et au föhn, qui est un vent chaud. La température peut donc changer d'un instant à l'autre. Le manteau neigeux absorbe alors beaucoup de chaleur, ce qui modifie sa structure. En modifiant la structure de la couverture neigeuse, les écarts de température créent des strates instables et fragiles. Lors d'un gel important, par exemple, il se forme un couvercle rigide au niveau de la surface. Mais au-dessous, les cristaux de glace forment des filaments minces qui ne résistent pas à la pression. La neige empilée sur cette strate instable peut devenir un piège mortel. Les écarts de température agissent au plus profond de la neige avec, dans le pire des cas, la formation d'une neige fluide particulièrement instable. Ce bloc vient de glisser sur une couche de neige fluide qui agit comme un roulement à billes. Imaginez deux briques posées l'une sur l'autre en intercalant une couche de sable. La brique du dessus glisse sur le sable fin. C'est pareil ici. La strate de neige fluide agit comme un roulement à billes sur lequel les couches supérieures glissent en plaques compactes. En plus de la température, un deuxième facteur intervient dans la formation des avalanches, le vent. Pour les pisteurs, chargés de la sécurité du domaine skiable de la Nebelhornbahn, il est toujours synonyme de danger. La neige accumulée par le vent sur les pentes raides augmente sensiblement les risques d'avalanche. Les données, transmises par l'une des stations installées en altitude, indiquent un vent fort du nord-ouest. Des conditions sensibles pour cette station de ski. Le vent, c'est l'architecte des avalanches, affirme un dicton local. Les pisteurs du Nebelhorn sortent par tous les temps. Pour écarter tout danger pour les skieurs, ils déclenchent les coulées de neige à la dynamite. Par expérience, ils connaissent les endroits propices à l'accumulation de plaques et corniches de neige. Les pentes les plus raides sont particulièrement exposées et l'opération n'est pas sans danger pour les artificiers. On voit ici que le vent a emporté la neige sur les crêtes pour la déposer dans cette dépression. Il y a beaucoup de tension dans cette couverture neigeuse, parce que la neige s'y est déposée en quantité importante sous la pression du vent. Quand cette neige subit une pression supplémentaire, comme le passage de mon collègue ou d'un skieur, cela suffit pour déclencher une grande plaque de neige. Les pisteurs progressent difficilement dans une neige fraîche qui atteint jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Ce jour-là, pas moins de 14 charges de dynamite seront déclenchées. Après avoir allumé la mèche, les hommes ont 4 minutes pour se mettre à l'abri. Sur les pentes les plus raides, un câble permet de placer la charge au bon endroit. Une poulie, grippée par le gel ou un geste maladroit peuvent avoir des conséquences mortelles. Ce n'est qu'après avoir écarté tout danger pour l'ensemble du domaine que les pistes sont ouvertes au public. Après 3 heures de travail, les pisteurs déclenchent une dernière explosion. Sur les pistes, les skieurs peuvent se lancer. Ce sont des types incroyables, ces montagnards, avec leurs visages tannés par le soleil, leurs yeux bleus glaciers. Mon petit numéro de victime tout à l'heure, c'était juste pour rire. Mais nous sommes en compagnie ici d'un homme qui a vécu ce drame pour de vrai. Raconte-nous, Benny. Je faisais du freeride avec un ami. Nous avons l'habitude de faire ce genre de sortie ensemble. C'était en fin de journée, pendant la dernière descente. Nous étions presque arrivés en bas quand l'avalanche nous est tombée dessus et a fauché mon ami. Vous étiez tous les deux sous la neige? Non, j'étais dans la neige jusqu'à la taille et j'ai réussi à m'en sortir, alors que lui était complètement enseveli. Il y restait 17 minutes environ. Il était déjà en hypothermie.
Sa température avait chuté à 32 degrés. Par chance, nous avons d'abord trouvé sa tête. Quand nous avons dégagé la neige, il a tout de suite ouvert les yeux en prenant une grande bouffée d'air. Ça fait froid dans le dos. Il était à quelle profondeur? 1 mètre environ. Tu es pourtant moniteur de ski. Tu es donc parfaitement qualifié pour apprécier les risques d'avalanche. Comment un professionnel comme toi peut-il tomber dans un tel piège? On a été pris de court. Nous avions fait des descentes beaucoup plus difficiles ce jour-là et on ne s'attendait à rien à cet endroit. Nous sommes tombés en plein dans le piège de ce fameux risque résiduel. Merci pour ce témoignage. S'il est difficile d'apprécier les risques d'avalanche de manière générale, vous imaginez les difficultés pour prédire quand et où une avalanche peut se déclencher. La neige est une matière mystérieuse. Ses interactions avec l'atmosphère sont complexes et difficilement prévisibles. Même pour un guide expérimenté, l'appréciation des risques est parfois délicate. Il connaît les dangers potentiels de la neige en montagne, mais difficile de savoir exactement où et comment la neige risque de se mettre en mouvement. Deux facteurs semblaient acquis jusque-là. Les avalanches ne touchent que les pentes les plus raides et leur déclenchement suppose la présence d'une zone de fracture dans la couverture neigeuse. Quand une telle corniche ou plaque à vent subit une pression trop forte, lors du passage d'un skieur par exemple, elle se détache sous forme de coulées de neige. Pour les nivologues, la réalité de ces zones fragiles ne faisait aucun doute, jusqu'à une récente étude effectuée par des scientifiques suisses. Pendant 2 ans, ils ont mesuré les mouvements de la neige avec des instruments de haute précision. En même temps, des sondes enregistraient la cohésion de la neige à l'intérieur de chaque strate sur le site d'essai au-dessus de Davos. Chaque détail était consigné, comme la forme et la taille des cristaux de neige. Des centaines de tests de compression ont permis aux scientifiques de visualiser les strates les plus fragiles. Le résultat de cette étude exhaustive était pour le moins surprenant. Nous n'avons pas trouvé ces fameuses zones de fracture localisées. Par contre, nous avons mis en évidence une distribution de zones sensibles sur l'ensemble du site étudié. Nos mesures ont confirmé une variabilité au niveau de la cohésion de la neige, mais les zones fragiles étaient présentes un peu partout. Leur conclusion, les zones de fracture localisées n'existent pas. Ces chercheurs ont mis en évidence par contre une répartition plus générale des corniches et plaques à vent. Et le danger est bien là, car les avalanches pourraient être déclenchées non seulement depuis le haut, mais même par les randonneurs dans les vallées en contrebas. Selon cette hypothèse, l'effondrement des strates les plus fragiles pourrait se propager par un effet domino sur un large périmètre. Les chercheurs veulent vérifier cette hypothèse à l'aide d'une caméra à haute vitesse. Le bloc d'essai présente une strate poreuse fragile. Avec une scie, les chercheurs déclenchent le glissement d'une plaque. Ce qui se passe alors est trop rapide pour l'œil humain. Seules les images prises par la caméra permettent de le comprendre. Le seuil de rupture franchi, l'effondrement se propage à travers toute la plaque poreuse. Sur le terrain, ce phénomène produit un boom caractéristique. Pour les skieurs qui entendent ce bruit, c'est un signal d'alarme. Cela signifie qu'une strate de neige fragile vient de s'effondrer en provoquant ce boom caractéristique. Cette fracture et ce bruit peuvent même se produire sur terrain plat. Dans ce cas, la fracture va se propager en remontant la pente pour déclencher une avalanche au-dessus. Selon cette théorie, on peut imaginer le scénario suivant. Un randonneur ou skieur provoque l'effondrement d'une couche poreuse sur terrain plat. La fracture se propage alors comme une vague, capable même de remonter la pente. Dès qu'une inclinaison critique est atteinte, une plaque de neige peut se détacher et former une avalanche avec des conséquences potentiellement mortelles. Cette nouvelle connaissance révèle aussi les lacunes dans l'appréciation des dangers. Pour mieux évaluer les risques d'avalanche, il est indispensable de connaître la nature exacte du manteau neigeux.
Les niveaux d'alerte aux avalanches vont de 1, le niveau le plus bas, jusqu'à 5, le niveau le plus élevé. Au niveau 4 et 5, mieux vaut rester chez soi. Mais le vrai problème est que beaucoup de skieurs sous-estiment les niveaux 2 et 3. Beaucoup de mes amis sont par exemple des passionnés de freeride. Ils font du hors-piste et adorent s'éclater en snowboard. Dietmar Pichler, que faire quand l'un de mes amis se retrouve piégé sous une avalanche lors d'une randonnée? Dans tous les cas, il faut avoir sur soi un appareil de recherche de victimes en avalanche, un ARVA branché sur émission. Pour chercher quelqu'un, tu dois d'abord mettre ton appareil en position réception, comme ceci. Il se met à clignoter et l'affichage montre une distance en mètres. Voilà, j'ai enterré un sac à dos par ici et votre mission est de le trouver. La flèche montre la direction. Tu vas suivre cette flèche et l'affichage indique à quelle distance se trouve le sac à dos. Ça paraît facile, même nous on devrait y arriver. Là? Oui. Toute personne qui évolue dans un environnement non sécurisé comme ici devrait être capable d'évaluer correctement les risques et avoir un plan de secours, ou être tout au moins équipé d'un ARVA. En cas d'accident, on est tout seul ici. Dans le pire des cas, votre salut dépend de Caro et de moi. La situation est nettement moins risquée dans la vallée, mais même là, on n'est pas toujours à l'abri du grand nuage blanc. Enseveli sous la neige, cette vision de cauchemar peut toucher des villages entiers. Comme à Galtur, le 23 février 1999. Ce jour-là, une avalanche s'abat sur cette station de montagne autrichienne. Le bilan humain est lourd, 38 morts et 60 blessés. Les dégâts matériels atteignent 11 millions d'euros. 30 secondes avant l'explosion. 30 secondes. Depuis l'accident de Galtur, les nivologues de tous les pays de l'arc alpin tentent de mieux comprendre les forces destructrices de ce phénomène naturel. C'est une grosse avalanche, une très grosse avalanche. Pour cela, les chercheurs n'hésitent pas à déclencher artificiellement des avalanches, comme ici dans la vallée de la Sionne, en Suisse. Le couloir, emprunté par la neige, est truffé de caméras et d'instruments de mesure. Tandis que l'avalanche dévale la montagne, les chercheurs, à l'abri dans un bunker, enregistrent chaque détail de cet impressionnant écoulement de neige. De Dieu, oula, il y a quelques arbres qui ont été pris. Eh, mais c'est beau. Oh, ma Dieu de Dieu. Une équipe de l'Institut autrichien pour les dangers naturels assiste à ces expériences grandeur nature et y contribue avec un radar capable de mesurer la vitesse de déplacement de la neige. Près de 250 km/h pour les avalanches les plus rapides. Grâce à cette masse de données, les chercheurs veulent développer des programmes de simulation d'avalanches et prédire ainsi la puissance et l'ampleur de ces phénomènes naturels. Les premiers essais sont encourageants. Les chercheurs d'Innsbruck ont ainsi créé des programmes capables de simuler et même de prévoir des avalanches. Il leur suffit de préciser la masse de neige et la topographie du site de déclenchement. Mais les zones les plus exposées sont loin d'être toutes connues. L'avalanche de Galtur, par exemple, est partie d'un endroit considéré jusque-là comme parfaitement sûr. Depuis cette catastrophe, des experts du groupe de prévention des avalanches et écoulements torrentiels à Imst, en Autriche, ont créé un répertoire des zones à risque. Ils ont pris en compte des facteurs tels que la pente et la nature du terrain. Mais la forêt fournit elle aussi des indications précieuses. Dans certains secteurs, on ne trouve que des mélèzes, par exemple. Cela nous indique que ces pentes sont balayées par des avalanches de neige poudreuse qui renversent les pins à cause de leurs racines peu profondes. De plus, les mélèzes n'ont pas d'aiguille en hiver. Ils offrent moins de prise et résistent donc mieux à la poussée des avalanches. Ces données ont permis de cartographier les zones à risque pour de nombreuses régions en Autriche. Ces cartes, complétées par le programme de simulation créé à Innsbruck, révèlent une situation inquiétante. Dans les vallées les plus exposées, aucun village, aucune route ne semble à l'abri. Presque partout, les avalanches les plus meurtrières pourraient dévaler jusqu'au fond des vallées.
L'étude de la catastrophe de Galtur a permis aux nivologues de mieux comprendre ce phénomène destructeur. L'avalanche a ainsi déplacé des quantités de neige plus importantes que les chercheurs n'avaient cru possible. Aujourd'hui, une station de mesure surveille l'endroit d'où l'avalanche est partie il y a 11 ans. Elle transmet régulièrement des données sur la météo à 2700 mètres d'altitude. En 1999, les autorités de Galtur ne disposaient pas de ces informations qui auraient peut-être permis de sauver de nombreuses vies humaines. Au-dessus de Galtur, un réseau d'environ 11 km de ces paravalanches en acier ancrées dans la montagne empêche la neige de se mettre en mouvement. Pourtant, ces dispositifs impressionnants ne suffisent pas toujours. Il faut parfois des constructions d'un genre tout à fait différent pour arrêter la neige. À Grenoble, les chercheurs tentent de sauver des villages entiers. Les expériences menées au CEMAGREF, l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement, reproduisent à échelle réduite la violence destructrice des grandes avalanches. Ici, les coulées de neige sont reproduites dans un immense réservoir d'eau. Les chercheurs du CEMAGREF essaient de trouver de nouveaux moyens pour freiner les avalanches. Mais les coulées de neige ne représentent pas la seule menace pour l'homme et les habitations. Les nuages de poudreuse s'avèrent tout aussi dangereux. Ces nuages sont formés de minuscules cristaux de glace pulvérisés dans l'air par la violence de l'écoulement de la neige. Si le pouvoir destructeur de la masse solide est évident, la partie poudreuse représente une menace non moins réelle pour l'homme. On voit bien sur cette photo que la partie dense qui crée plus de pression, en fait, qui pose plus de problèmes au niveau de la pression, donc a impacté le bas de cet hôtel, a détruit complètement le bas de cet hôtel, et la partie poudreuse, pour laquelle la pression est moindre, a simplement saupoudré, on peut dire en quelque sorte, oui, saupoudré les étages supérieurs et soufflé visiblement aussi les fenêtres. Mais les dégâts sont nettement moindres. Pour autant, ces avalanches de poudreuse n'ont rien d'inoffensif. Quand un tel nuage s'abat sur un village ou des maisons, les cristaux de glace peuvent étouffer les habitants. Le seul moyen d'arrêter ces nuages meurtriers est de freiner la masse solide de l'avalanche bien avant les zones habitées. C'est le travail de Thierry Faugue. Le chercheur du CEMAGREF installe des caméras à haute vitesse autour d'une rampe expérimentale équipée de différents déflecteurs. Il cherche à optimiser leur forme et leur position pour freiner l'écoulement de la neige. Plus tard, ces tas freineurs protégeront la ville de Chamonix. Ils doivent remplacer l'ancien rempart détruit par la violence des avalanches. Alors ici, ça c'est une dent déflectrice en béton armé qui a été construite à Tacona dans les années 90. Ces dents font 7,50 m de hauteur. Elles ont été en partie détruites en 1999. Donc l'avalanche de 1999 a montré les limites de ces ouvrages. Grâce à nos études, ces dents déflectrices ont été remplacées par des nouveaux tas freineurs dont la forme a été optimisée, qui sont un matériau grossier prélevé sur place avec une face amont en enrochement bétonné. Les avalanches de Thierry Faugue ne sont pas formées d'eau, mais de fins granulés qui simulent la partie solide de l'avalanche. Dans quelques instants, il saura si les nouveaux déflecteurs offrent un rempart efficace. Thierry est satisfait. L'avalanche s'est arrêtée dans le périmètre de sécurité. Ni la neige solide, ni le nuage de poudreuse n'auraient provoqué des dégâts. Les images prises par la caméra à haute vitesse montrent l'effet des déflecteurs. La masse principale de l'avalanche est divisée, déviée de sa trajectoire et freinée. Alors ici, on voit le dépôt formé par l'avalanche. Les tas freineurs ici ont dévié l'avalanche en rive droite et ici en rive gauche, ce qui a permis de dissiper une énergie importante. Et on a pu stocker une partie de la neige en amont de cette digue, ce qu'on voit bien puisque la hauteur est plus haute ici.
Et enfin, la neige qui arrive, qui déborde, peut être stockée par la digue terminale. En montagne, les avalanches font partie de la vie quotidienne. Mais grâce à ces nouvelles connaissances, les chercheurs espèrent mieux protéger les villages. Un exercice dans lequel Gunnar excelle au sport d'hiver, c'est le virage refuge, la courbe idéale pour rejoindre la terrasse. Et sur ce plan, l'entente entre nous est parfaite. Je suis imbattable dans ce domaine. Cela dit, même une avalanche ne suffirait pas à éloigner Caro de cette plâtrée de Kaiserschmarrn. Le meilleur ingénieur au monde jetterait l'éponge. Je suis une force de la nature. Je confirme. À la prochaine. Dans un instant, à suivre une rencontre.